Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. L'invité de ce soir, Moubarak Lo, économiste. Bonsoir Moubarak Lo. Bonsoir Mamoudou. Commençons par l'agriculture sénégalaise avec des récoltes records de céréales, de riz et d'arachides annoncées par le gouvernement. Plusieurs millions de tonnes, un tournant décisif pour l'agriculture sénégalaise. Bon, d'abord, tout le monde reconnaît qu'il y a une progression. Je pense qu'on le sentait avec la pluviométrie. Mais moi, je suis très prudent avec les chiffres qui sont annoncés. Je vous donne un chiffre, par exemple, la production de riz. On nous parle de 917 000 tonnes, dont 57% de riz sous pluie, ce qui renverse totalement ce qu'on connaissait jusqu'ici, parce que jusqu'ici, c'était plutôt le riz irrigué, oui. Ou en tout cas le riz de la vallée qui faisait 80 à 70%. Aujourd'hui, on nous parle d'un renversement de tendance. Moi, je suis même pour un audit des statistiques agricoles parce que, vous savez... vous avez vraiment des réserves sur ces chiffres annoncés par le gouvernement? En tant que statisticien, je sais bien ce que j'ai dit. J'ai eu à travailler sur ce sujet pour la FAO il y a quelques années. Parce que les statistiques agricoles sont quasiment maîtrisées par le ministère de l'Agriculture, alors que c'est des statistiques fondamentales. C'est la direction de l'analyse et de la prévision de la statistique qui pratiquement maîtrise de bout en bout le processus. L'ANSD qui gère les statistiques officielles du Sénégal ne jouant peut-être qu'un rôle de conseil, alors que l'ANSD aurait pu beaucoup plus active. Moi, je suis pour que on réaffecte la production des statistiques agricoles à la NSD, en tout cas le contrôle du processus et son contrôle de qualité notamment. Quels sont les bons chiffres? Les bons chiffres, moi je vous donne, en tout cas il y a un chiffre qui n'est pas raisonnable selon moi. Si on me dit qu'il y a 520 000 tonnes de riz sous pluie, il faut qu'on nous dise dans quelle région ça a été produit. Parce que si vous prenez la Casamance, notamment la région de Ziguinchor, les chiffres les plus optimistes parlent de 90 000 tonnes. Ça a été publié récemment. On nous parle de... en tout cas, si le rendement c'est 2,5 par hectare, ce qui est assez élevé dans la zone sous pluie, avec 36 000 hectares emblavés à Ziguinchor, on aurait 90 000 tonnes. Donc, passer de 90 000 tonnes à 520 000 tonnes, il faut qu'on nous explique où sortent ces 520 000 tonnes. Moi, j'ai beaucoup de réserves et je suis pour un audit approfondi des statistiques agricoles et ensuite pour une réforme institutionnelle dans la manière de conduire les enquêtes statistiques avec une implication très forte de l'ANSD. Et pour les céréales, c'est ce qui se passe notamment au Niger. Pour les céréales, le gouvernement avance le chiffre de 2 millions de Oui, tonnes. Là, c'est la même chose. Encore une fois, il y a deux éléments. Quand on vous donne des chiffres, il y a d'abord ce que je viens de vous dire, parce que les statistiques agricoles, ce n'est pas simplement maintenant, mais sous Abdoulaye Wade, quand Farba Senghor était ministre de l'Agriculture, il y a eu également des annonces. Dans le cas de la Goana, il y avait les mêmes critiques. Aujourd'hui, peut-être je suis le premier à le dire, parce que c'est mon métier et j'ai eu à travailler sur ces questions-là. J'ai vraiment beaucoup de doutes sur les chiffres qui sont annoncés. Mais tout le monde est d'accord, il y a eu progression. C'est quelque chose déjà à saluer. Je pense qu'on est dans la bonne voie, mais en même temps, il y a un deuxième élément. En matière statistique, si vous avez une baisse, une hausse modérée l'année précédente, si vous avez une augmentation forte l'année suivante, ça ne veut pas dire que vous êtes en train d'accélérer. Vous êtes en train de faire ce que l'on appelle, en tout cas, une reprise, un rattrapage. Donc, il faut croire... Il y a un aspect rattrapage dans les performances de cette année. Quand le ministre de l'Agriculture avance un chiffre quand même destiné à l'exportation, 255 000 tonnes d'arachides, vous le croyez? Ça, c'est peut-être destiné. Maintenant, on verra. Est-ce que, vous savez, le marché va donner raison aux uns et aux autres. On peut bien annoncer un chiffre, mais si demain, vous ne voyez pas ces chiffres-là à travers le marché, à travers notamment les opérations bancaires et financières, à travers les exportations, vous avez toutes les raisons de douter de ces chiffres-là. Donc c'est le réel qui va prouver est-ce que ces chiffres sont exacts ou pas. Parce que vous avez la Suneor, l'ex-Sonacos, qui va triturer sans doute une bonne partie dans le pays, parce que le Sénégal, jusqu'à récemment,
triturer l'essentiel de sa production. En tout cas sur place, si ce n'était pas vendu comme arachide de bouche, même de seconde catégorie. Parlons du riz, l'autosuffisance en riz en 2017. On se souvient pour la première fois que le président en a parlé, vous avez fait une sortie pour dire que ce n'était pas possible. Est-ce que vos réserves se sont dissipées aujourd'hui? Non, je maintiens les mêmes affirmations. Le Sénégal ne pourra pas être autosuffisant en riz en 2017. Vous êtes un pessimiste? Non, moi je suis un réaliste. Vous savez, un scientifique... Votre réalisme peut ressembler à du pessimisme. C'est du réalisme, c'est le parler vrai. Oui. Moi je vous dis, pour pouvoir atteindre l'autosuffisance, en 2017 c'est déjà demain, c'est dans 2 ans. Il nous faudra produire dans 2 ans près de 2 millions de tonnes. 2 millions de tonnes, ce n'est pas petit, cher ami. Vous savez, le Sénégal aujourd'hui, à peine arrive à satisfaire les tiers de sa consommation à travers la production nationale. Donc cette année, on nous annonce 900 000 tonnes avec les réserves dont je vous parle. Même si vous transformez ces 900 000 tonnes en paddy, au bas mot, si on fait 65% de taux de transformation, ça va vous amener autour de 600 000 tonnes. Alors que nous visons 1 600 000 tonnes. Donc ça, c'est énorme. 1 600 000 tonnes, parce que n'oubliez pas que la population augmente, la consommation de riz aussi augmente, parce qu'aujourd'hui, à travers les bourses familiales, si vous donnez de l'argent aux gens, il y a des gens qui ne mangeaient pas du riz et qui donc pourront manger du riz. Donc il y a également une partie qui est réexportée et tout ça doit être exporté, donc tout ça doit être soutenu par une production. C'est pourquoi je parle de 1 600 000 tonnes de riz blanc. Mais je ne suis pas sûr qu'on pourra l'atteindre. Bon, malgré votre pessimisme, comment on devrait pouvoir y arriver malgré tout? Je pense que autrement dit, qu'est-ce que vous identifiez comme goulot d'étranglement pour l'agriculture sénégalaise? Il faut maintenir la dynamique, oui. Ne pas se focaliser sur l'atteinte de l'objectif en 2017. L'important, c'est qu'on l'atteigne à moyen terme. Je pense que si on continue cette dynamique, d'ici 2022, je pense que le Sénégal peut atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Mais vouloir l'atteindre en 2017, c'est un rêve qui est impossible. Il est permis de rêver aussi. Non, on n'a pas le droit de rêver sur des rêves qui n'ont pas de valeur. On peut rêver pour créer une ambition nationale, mais soyons réalistes, encore une fois, et disons qu'en 2022, on va atteindre l'objectif. Et surtout, maintenant, vous m'avez demandé les contraintes. Oui. Les contraintes, c'est clair, c'est d'abord la question du financement. Oui. Vous savez, très peu de producteurs ont la possibilité de faire 2 saisons. Parce que si vous faites la première saison, il va falloir apurer le premier crédit avant de faire la... Donc, il faut d'abord régler la question du financement. Deuxièmement, il y a le problème de la transformation. Troisièmement, il y a le problème de la qualité. Et quatrièmement, il y a le problème de commercialisation avec les circuits de commercialisation, les infrastructures, le coût du transport. Ensuite, il y a la comparaison entre le riz local et le riz importé, parce que si le différentiel de prix n'est pas assez élevé, bien évidemment, les consommateurs peuvent préférer le riz importé, et ça ne favorise pas le riz local, qui est plutôt un riz entier, alors que le riz, les Sénégalais préfèrent trop souvent le riz brisé. Le gouvernement a quand même mis un garde-fou. Quand même, aujourd'hui, tout importateur de riz est obligé d'abord d'acheter du riz local. Oui, je pense que c'est une bonne mesure. Oui. Encore une fois, l'ambition est bonne. Ouais. Moi, je pense que le gouvernement a bien fait d'avoir l'ambition d'aller vers l'autosuffisance et d'essayer. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on veuille vendre aux Sénégalais qu'en 3 ans, on puisse atteindre l'autosuffisance. C'est impossible, mon livre. Avec une population jeune, avec beaucoup d'eau et de la terre. En 2022, oui, il faut faire un retour à la terre, parce que je pense qu'encore une fois que même aujourd'hui, ce qu'on fait pour l'agriculture n'est pas suffisant. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez accélérer la croissance, en même temps lutter contre la pauvreté, la solution, c'est l'agriculture. C'est non seulement l'agriculture sous pluie, mais c'est permettre aux villageois de pouvoir faire
de la petite irrigation. C'est ça le travail qu'il faut faire aujourd'hui. Bon, le gouvernement a essayé avec les domaines agricoles communautaires. Oui. Il faut démultiplier ces domaines agricoles communautaires. Pratiquement chaque village, je ne dis pas chaque département, il faudrait que chaque village du Sénégal ait son domaine agricole communautaire. D'ailleurs, les villageois ne s'y trompent pas. Si vous allez dans chaque village, il y a un champ communautaire. Et donc, qui peut servir notamment pour faire ce travail-là. Deuxièmement, il faut avancer dans la consolidation des parcelles. Parce que si vous avez un agriculteur avec 1 hectare, bien évidemment, il ne peut rien faire. Chacun peut garder la propriété de son hectare, mais il faut les amener à consolider les surfaces, travailler sur 500 hectares, sur 1000 hectares. Très bien. Là, vous pouvez avoir la mécanisation, vous pouvez avoir la petite irrigation avec le goutte à goutte, etc. Et l'État peut mettre des moyens. La SONEOR, qui a été reprise à Abbas Jaber, disons, qui a finalement eu un arrangement à l'amiable avec l'État. Lui-même, dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, dit « La filière arachidière est un domaine éminemment politique. Sans le soutien de l'État, SONEOR n'est pas viable. » Ce n'est pas vrai. Faut-il faire aujourd'hui de SONEOR? Vous n'êtes pas d'accord avec nous? nous? Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, c'est trop facile. On ne peut pas reprendre une société, avoir ça de manière bradée, et ensuite vouloir dire qu'il faut le soutien de l'État. Oui, voilà. Alors, et certains disent qu'on pouvait la revendre au moins à 50 milliards. C'est évident. Vous êtes d'accord? Bon, 50 milliards, peut-être il y a les passifs également. Oui. Mais je sais que dans la période, Abdoulaye Diop avait proposé un prix qui n'était pas loin de ça. On le lui a refusé sous Abdou Diouf. Moi, j'étais encore conseiller du Premier ministre. Sous Abdou Diouf déjà? Sous Abdou Diouf déjà. Et ce n'était pas loin du chiffre avec lequel on a vendu à Jaber. Abdoulaye Diop est un professionnel. Si on lui avait donné la SONEOR, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne peut pas refaire l'histoire. Mais ce qui est important, la SONEOR doit pouvoir voler de ses propres ailes. On ne peut pas ne pas être productif, ne pas travailler et demander toujours que l'État intervienne. Il faut mettre un terme à ça. Que faut-il faire de SONEOR aujourd'hui? Que faut-il faire? Je pense qu'il faut avancer dans la reprise de la société par le secteur privé, si possible également renforcer la part des paysans sénégalais. Moi, j'ai toujours plaidé ça parce que il dit que c'est politique, moi je dis que c'est sociologique. Il confond les deux. Ce n'est pas politique, c'est plutôt sociologique. L'arachide se mêle, fait partie intégrante de la sociologie sénégalaise. C'est pourquoi je suis pour que les paysans soient très forts dans le capital, même avec une décote, et qu'on puisse les associer dans la gestion et les convaincre de donner leur production à la SONEOR pour que même l'arachide, c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable au niveau international, mais l'État peut progressivement avoir l'autosuffisance en huile. Il faut qu'on vise l'autosuffisance en riz, il faut également viser l'autosuffisance en huile avec l'huile d'arachide qui serait triturée sur place. Quand vous dites secteur privé, vous ajoutez national ou vous n'avez pas de fixation? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui on a un monde ouvert, il faudrait tendre la main au capital privé partout où il est dans le monde, mais l'essentiel c'est de préserver les intérêts nationaux, c'est-à-dire le secteur privé international, il faudrait l'encourager systématiquement à travailler avec les intérêts privés nationaux, que ce soit les paysans ou même des hommes d'affaires privés nationaux. Mais on peut pas... Il y en a un qui s'est déclaré, c'est Cheikh Amar. Je ne suis pas sûr que Cheikh Amar peut gérer la SONEOR. Moi, je ne voterai pas pour Cheikh Amar parce qu'il n'a rien prouvé qui puisse me convaincre qu'il peut gérer la SONEOR. Très bien. Monsieur Abbas Jaber a été très peu bavard sur le prix de cession, tout comme le gouvernement d'ailleurs. Est-ce que les Sénégalais n'ont pas le droit de savoir combien M. Jaber a finalement cédé SONEOR après l'avoir acheté il y a quelques années? Oui, je pense qu'il faut que l'État communique. Question de transparence. Vous savez, il faut que l'État communique. Parfois, on cache des choses qui n'ont pas lieu d'être. L'État ne doit pas oublier que le pouvoir appartient au peuple. Donc, ce ne sont que des mandataires, ceux qui gouvernent. Donc, systématiquement, ils doivent informer les Sénégalais. L'économie sénégalaise sur le chemin de l'émergence avec un budget 2016 déjà qui devrait atteindre les 3022 milliards de francs CFA. Bon, ce n'est pas un budget de 3 milliards qui fait l'émergence. 3022 milliards. Ce n'est pas ça qui fait l'émergence. Je pense que d'abord, l'émergence, ce n'est pas forcément lié aux performances budgétaires. C'est un élément, mais ce n'est pas... Moi, j'ai fait un indice d'émergence avec 19 variables. La variable budgétaire ne compte qu'une variable.
parmi les 19. Je vous dirai tout à l'heure si vous êtes gentil, parce que c'est une primeur que je vous fais, les calculs que j'ai pour le Sénégal. Ben, allons-y. Bon, le Sénégal est sur la voie de l'émergence, mais on est encore très loin. Nous sommes toujours un pays potentiellement émergent. On n'est même pas encore à la porte de l'émergence. Je pense qu'il faut encore travailler 5 ans, 6 ans, 7 ans pour être à la porte de l'émergence et viser l'émergence en 2025 ou 2027. Je suis sûr que si on cravache et qu'on travaille dur, en 2025, le Sénégal peut être compté parmi les pays émergents et non pas en 2035. Là, en revanche, je suis plus ambitieux. Vous rapprochez l'horizon. Je rapproche l'horizon parce que ceux qui ont fixé l'horizon en 2035 n'ont pas pris la peine de savoir ce que c'est que l'émergence. Mais l'émergence, ce n'est pas quelque chose de difficile. Vous savez, si vous prenez le dictionnaire Robert, il vous dit qu'émerger, c'est attirer l'attention par sa valeur. Donc le jour où le Sénégal, vous verrez les investisseurs affluer au Sénégal, vous verrez un dynamisme intérieur, vous verrez une croissance qui s'accélère, créatrice d'emplois, vous aurez l'industrialisation qui démarre, une agriculture très productive. Dites-vous que le Sénégal est émergent. Les gens confondent émergent et émerger. Le Sénégal émergé, ça veut dire qu'il a fini d'émerger, qu'il est maintenant un pays qui s'oriente vers le développement. Donc il ne faut pas confondre. En 2035, on devrait être émergé et tendre vers le développement. 3 jours de deuil national au Mali, en Guinée et au Sénégal, avec d'ailleurs un de nos compatriotes, Alassane Sall, qui a été tué dans la prise d'otage vendredi à Bamako, à l'hôtel Radisson Blu de la capitale malienne. Le terrorisme à nos portes, pour ne pas dire présent, c'est ce que vous vous dites aujourd'hui? Non, moi je pense qu'il faut savoir raison garder. Je condamne fermement ce qui s'est passé au Mali. Je condamne fermement ce qui se passe tous les jours au Nigeria. Je condamne fermement ce qui s'est passé à Paris, avant aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Je sais bien ce que je dis. Moi, je viens d'une famille maraboutique qui apprend aux gens, d'ailleurs, l'arabe et le Coran et la Sunna. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il faut bien distinguer les choses. Deuxième élément, le Sénégal, je ne crois pas à la menace terroriste imminente au Sénégal. Il faudrait d'ailleurs gérer ça de manière discrète. Vous savez, en parler tel que les autorités sont en train de le faire ne sert pas le pays. Parce que d'abord, ça va vous mettre sur les pays à risque, alors que moi, je ne suis pas sûr qu'on soit lourdement à risque. Il y a peut-être des bisbilles ou des tentatives de quelques cellules qu'il faut gérer de manière discrète, sans tambour ni trompette. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a maintenant une société très médiatisée où les pouvoirs publics, la plus petite information est tout de suite mise sur le public commenté avec des mesures, etc. Non, 99% de l'activité de l'État dans des cas-là doit pouvoir être gérée sans que personne ne soit au courant. C'est ça que j'encourage. Je ne suis pas sûr que le Sénégal, encore une fois, soit sous une menace imminente ou latente. Le Sénégal, c'est un pays respecté. Et maintenant, vous savez, vous avez des fondamentalistes à l'intérieur du pays. Les gens confondent fondamentalisme, radicalisme, terrorisme. C'est 3 choses différentes. On a des fondamentalistes qui veulent un islam pur. Il y a des modérés qui sont en face qui disent que l'islam est plus ouvert que ça, l'islam est plus tolérant. Laissons-les. Il y a un débat déjà qui est en cours dans des cercles que vous ne connaissez pas, parce que quand les jurisconsultes de ces 2 écoles se rencontrent, c'est des débats houleux, mais dans la paix et la courtoisie. Les gens confondent ces positions avec un radicalisme de certains imams, effectivement, de mauvais aloi. Qu'il faut surveiller. Il faut surveiller, mais pas aller chercher à 4 h du matin. Moi, je suis contre des actions médiatiques. Et s'ils font l'apologie du terrorisme? Mais il faut les cueillir discrètement, cher ami, ou les convoquer. Très bien. Les terroristes, il faut les combattre en revanche. Donc, je pense qu'il faut distinguer les 3 niveaux. Très bien. Ne pas les mêler tous. Parce que vous savez, l'autre jour, quelque chose de bizarre. Ma fille a porté une djellaba et m'a dit « Papa, est-ce que ça c'est interdit ?» Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a créé une psychose dans la société qui n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas aussi terroriser les Sénégalais
avec des messages qui n'ont rien à voir avec le Sénégal. Moubarak Lo, vous êtes un amoureux des statistiques. La prochaine présidentielle 2017 ou 2019, on verra. Un coup KO du président Macky Sall est-il une forte probabilité? Non, je ne pense pas. Comme on l'a vu en Guinée, en Côte d'Ivoire. Bon, en Guinée, c'est possible. En Côte d'Ivoire, oui. Au Sénégal, ça me paraît difficile, quasi impossible. Parce qu'aujourd'hui, la seule certitude, si le PS décidait de ne pas faire de candidat, ou en tout cas un Khalifa Sall ou Aïssatou Tall Sall, tous acceptaient de se regrouper avec le PS et soutenir Macky Sall, bien évidemment, un coup KO, je dirais, à 90% de chance. Mais si Khalifa Sall se présente, ou Aïssatou Tall, ou un candidat fort du Parti socialiste, forcément il y aura un second tour, c'est moi qui vous le dis. Merci. Maintenant, Macky Sall peut gagner au deuxième tour, mais il y aurait un second tour. Merci Moubarak Lo d'être venu au journal de 20h de TFM. Notre pensée pieuse ce soir à notre compatriote Alassane Sall, je le disais, tué dans la prise d'otage vendredi à Bamako. Sincères condoléances à sa famille. Chérif, c'est fini pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Bonsoir.